C'est une émotion activante qui vise à réduire activement la menace. Elle est donc parfaitement normale. Ce n'est pas sale d'être en colère. Au contraire, c'est parfaitement raisonnable. Mais alors, pourquoi la considérons-nous aussi mal? Je vous propose de faire rapidement un petit détour par l'histoire où l'on va découvrir que dans notre histoire, tout au moins en Europe, la colère n'a pas toujours été mal vue. C'est même un phénomène historiquement assez récent que la colère soit déconsidérée. En effet, dans la haute antiquité, à l'époque de l'Iliade, la colère est une émotion positive, c'est même une émotion sacrée. À l'époque, parmi les gens de l'Antiquité, l'émotion mal aimée, c'est la peur, la lâcheté. Mais la colère, elle est plutôt bien vue. Cette haute considération que les gens de l'Antiquité, qu'on retrouve dans l'Iliade d'ailleurs, l'Iliade, c'est l'histoire de la colère d'Achille, la colère sacrée d'Achille. La colère est une émotion positive dans l'Antiquité parce qu'elle garantit les valeurs morales essentielles. D'une certaine façon, c'est elle qui permet de tenir une partie de la société. Et à l'époque, les gens tiennent la colère en tellement haute considération qu'ils vont donner ce caractère à leurs dieux. Zeus, comme Yahvé, sont des dieux de colère. Et ça indique en quelle estime on tenait cette émotion à l'époque. Les colères étaient sacrées, en tout cas celles qui garantissaient que les règles seraient respectées. Mais peu à peu, plusieurs phénomènes historiques vont arriver qui vont mettre la colère, c'est le cas de le dire, à l'index. À partir du IVe siècle, sous l'influence des stoïciens puis des chrétiens, petit à petit, la colère commence à être déconsidérée. Et chez les chrétiens, dans le christianisme, elle devient même un péché capital qui vous conduit directement en enfer. D'émotion sacrée à péché capital, il s'est passé quelque chose lors de ces quelques siècles. Et que s'est-il passé? Eh bien, c'est simple. L'Église est parvenue au sommet du pouvoir. Et à partir du moment où on est au sommet du pouvoir, il n'est plus question d'autoriser la colère des opprimés, il n'est plus question de les laisser remettre le système en cause, et c'est la raison pour laquelle la colère a été mise sous le boisseau. Évidemment, on aurait pu corriger les injustices à l'époque, mais c'était trop compliqué, alors on a préféré discréditer la colère, on a préféré tenter de l'étouffer. Troisième partie, ceux d'en haut ont compris depuis maintenant plusieurs milliers d'années qu'il était vital d'étouffer la colère des opprimés et des gens qui souffraient avant qu'elle ne passe à l'action. D'accord? Si on regarde comment fonctionne une émotion, on identifie un intérêt, un besoin, une injustice qu'on veut réparer, par exemple, quelque chose qu'on veut soigner. Ça déclenche une émotion. L'émotion elle-même nous donne la motivation pour agir. Et normalement, la motivation nous pousse à l'action pour résoudre le problème qui se posait au début. Et ce qu'ont compris nos lointains oppresseurs et nos oppresseurs actuels, c'est que si on supprime l'émotion, on supprime de la même façon la motivation et l'action. Le tour est joué. Une petite illustration d'humour noir, supprimer l'émotion pour empêcher l'action. N'empêche que, c'est de l'humour noir, mais n'empêche que l'augmentation des violences policières, quand on y réfléchit, c'est précisément une façon de nous dissuader d'agir. C'est-à-dire qu'en termes émotionnels, les violences policières sont une façon de transformer notre colère en une autre émotion, qui est la peur. Alors, les pouvoirs publics disposent heureusement de moyens beaucoup plus subtils, et heureusement, pour étouffer la colère à la racine, mais ils ont élaboré avec le temps un véritable arsenal de tactiques destinées à délégitimer la colère. Alors, je vais vous faire une sorte d'inventaire à l'après-vert. On va voir toutes les tactiques que j'ai pu recenser, et je pense que j'ai dû en oublier quelques-unes quand même. Alors, quand vous avez face à vous des gens qui sont en colère pour différentes raisons, voici les techniques de gestion de crise que vous pouvez utiliser. La pathologisation, l'infantilisation, la dépolitisation, la folklorisation, l'essentialisation, la criminalisation, le conspirationnisme, l'inversion victime-agresseur, l'euphémisation. Et ça, c'est seulement le début, parce que vous avez encore d'autres tactiques de délégitimation de la colère qui sont la saturation médiatique, la temporisation, la technocratisation, la division, la culpabilisation, la sécuritisation, la provocation, la minimisation, la cooptation sélective, la juridicisation et la marchandisation. Tout ça, ce sont des termes que je n'ai pas inventés, qu'on retrouve encore une fois dans les manuels de gestion de crise. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et quand on voit la liste de toutes ces tactiques, on se dit que véritablement, oui, l'État et ceux qui nous dirigent ont peur de nos colères populaires. Le but du pouvoir, en fait, si on réfléchit bien, c'est
ça ressemble à peu près à ce dessin. L'idée, c'est de nous flécher plutôt vers la tristesse. Le système préfère largement que nous soyons anxieux, tristes et résignés. Il préfère largement que nous soyons en train de prendre du Lexomil devant Netflix. Et c'est la raison pour laquelle nous entendons depuis un certain nombre d'années parler d'éco-anxiété, de solastalgie et ce genre de mots très, très, très souvent. Par contre, éco-colère, on n'en entend quasiment jamais parler. Conclusion, que faire de notre colère? Maintenant, j'espère que vous vous sentez peut-être plus autorisé que tout à l'heure à vous mettre en colère si vous le souhaitez. Nous avons l'autorisation de nous mettre en colère et la seule façon de résoudre la colère, je suis désolé, malheureusement, il n'y en a qu'une et ça n'est pas Netflix ni le Lexomil, c'est l'action. La meilleure façon de résoudre sa colère, c'est de la transformer en action. Le remède à la colère, c'est donc l'action et encore l'action. Agir, c'est bien, mais encore faut-il ne pas le faire seul. Or, historiquement, les petites actions individuelles sont condamnées parce qu'elles sont par nature désorganisées. Si l'on songe au nombre d'émeutes, de révoltes, de soulèvements et de jacqueries qui ont eu lieu dans l'histoire et qui ont été réprimées, eh ben les petites colères individuelles, généralement, elles ne mènent absolument nulle part. Et le pouvoir n'a aucun mal à les réprimer. Et c'est là que je voudrais citer le philosophe Peter Sloterdijk, sur le travail duquel je me suis appuyé pour écrire mon bouquin, qui invente le concept de banque de colère. Alors une banque de colère, c'est très intéressant, c'est quelque chose, c'est comme une banque, sauf qu'au lieu de mettre votre argent dedans, votre petit pécule, votre épargne, vous allez mettre votre colère et votre émotion dedans. Vous n'allez pas la dépenser en faisant n'importe quoi, vous allez la réserver, la mettre de côté et la déposer à la banque. Alors ça a l'air bizarre hein, de parler d'une banque de colère, mais pourtant, une banque de colère, c'est une institution qui va agréger toutes les colères individuelles pour les transformer en ce que Sloterdijk appelle un capital thymotique. Capital thymotique, ça veut dire un capital émotionnel. Et on se dit qu'une banque de colère, c'est un truc un peu chelou, c'est un truc un peu bizarre, mais en fait, nous connaissons tous déjà des banques de colère, puisque une organisation politique, un parti ou une ONG sont des banques de colère. Leur but, c'est d'organiser, de récolter nos colères et nos espoirs afin de leur donner une dimension politique. Le but de ces organisations, c'est d'agréger, de concentrer et d'investir les colères amassées afin tout simplement de changer le monde, c'est-à-dire de faire de la politique. Et ce sera ma conclusion en vous remerciant. La meilleure façon d'utiliser efficacement sa colère, c'est de la transformer en action politique. Et si vous voulez savoir comment, eh ben, lisez mon livre. Merci beaucoup, Merci Éric. beaucoup.